Donc, nous allons discuter... Oh, bon, je pourrais vous souhaiter bienvenue, comme le veut la tradition, mais je crois que vous êtes là depuis quelques heures et que vous avez déjà pris possession des lieux. Donc, discussion autour d'un sujet large et passionnant, les nouveaux modes de rémunération dans la musique. Donc, ça fait appel à beaucoup de choses. N'hésitez pas. Moi, j'aime bien quand on se chatouille un peu dans les conférences et quand on pimente un peu les choses. Surtout que là, on peut mettre en perspective des nuances dans l'espace géographique ou dans l'histoire, dans le temps. Il peut y avoir un peu plusieurs écoles qui s'affrontent. Ce que je vous propose, c'est que n'hésitez pas, en temps réel, durant la discussion, si vous voulez rebondir, intervenir, participer, n'hésitez pas à le faire, ce qui change un peu de la formule traditionnelle de la discussion entre nous et de prendre 3-4 questions à la fin, parce que voilà, vous avez en tout cas la priorité. Moi, j'ai les contacts de chacun, donc si je ressors frustré et que j'ai encore plein d'autres questions, je pourrais toujours les contacter, donc ne vous gênez surtout pas. On va jouer avec les deux micros entre vous. On va commencer par le bout avec Didier Lord d'Ubisoft Music. Je vous propose une petite présentation rapide juste pour mettre un peu l'identité de chacun, l'assimiler à des visages, et puis on va y aller. Didier, Ubisoft Music. Bonjour, donc moi je suis responsable de la musique chez Ubisoft, qui est une compagnie de jeux vidéo. Et je m'occupe de tout ce qui est musique, au niveau de la production, au niveau du business aussi, et aussi d'essayer de trouver des nouvelles voies pour pouvoir connecter des artistes, et principalement en fait, des artistes émergents, et pouvoir leur donner une exposition, disons, mondiale, par le biais de nos jeux qui sont quand même diffusés dans le monde entier. Voilà. Tu as bien dit artiste émergent, donc on va revenir là-dessus, c'est vraiment la particularité de ton action. À côté, les artistes, puisqu'on va aussi parler du point de vue des artistes. Donc moi je suis Andrew, une moitié d'Acid Washed. On est un groupe signé chez Record Makers, qui est un label parisien. Et ma deuxième moitié va se présenter elle-même. Bonjour, voilà, je m'appelle Richard d'Alpert. Je fais partie de Acid Washed avec mon ami Andrew à mes côtés. Et vous jouez cette nuit à 2h30, c'est ça? Voilà, on est ce soir en nuit sonore et on est sur un label qui s'appelle Record Makers, qui est un label qui à l'origine a été fondé par par le groupe R, et sur lequel il y a entre autres Sébastien Tellier, Kavinsky, voilà. David Creusot. Oui, bonjour, moi je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Combini, qui est surtout connue pour son site internet qui est combini.com, et on a tout un ensemble d'activités, notamment dans ce qui est la production et l'advertising, qui sont un peu moins connues, mais je dirige une espèce de plateforme 360 entre le média, la publicité et la production. Et puis, il y a un lien évident, comme vous avez pu le voir depuis ce matin, particulièrement aujourd'hui avec la Norvège, Goran, mais qui représente beaucoup plus que la Norvège. Je te laisse aussi te présenter. Yes, hi. Great being here. Oui, bonjour, je suis ravie d'être ici, c'est un cadre superbe, merci de m'avoir invité. Oui, j'appartiens à une compagnie ou une entreprise qui s'appelle Ology. Une entreprise qui s'appelle Ology. Donc, nous sommes un groupe de superviseurs de musique. Donc, on travaille sur le placement de la musique et aussi on travaille sur la publicité pour la Scandinavie. Donc, aussi des productions de films et d'émissions pour la télé. Mais on gère aussi les artistes. Donc, on collabore avec les artistes et on coordonne des projets qui couvrent plusieurs plateformes. Donc, on travaille dans la musique aussi, on travaille sur tout ce qui est redevance, droit d'auteur. Si on a aussi invité Acid Washed, c'est parce qu'il nous permettait d'avoir une illustration. Je vous propose qu'on regarde un petit clip qui correspond complètement au débat. Donc association marque artiste, c'est une musique d'Acid Washed pour une pub Puma. Donc on peut la lancer, ça nous fera une belle entrée en matière.
Voilà, SeedWatch avec Puma. Alors, le thème, les nouveaux modes de rémunération pour la musique. Déjà, sur cet intitulé, je me posais la question, jusqu'à quand on va parler de nouveaux modes de rémunération? Ça a commencé il y a un petit moment. Est-ce qu'ils sont si nouveaux que ça? Puisque alors la palette est large, il n'y a pas que la synchro, il n'y a pas que la pub et les jeux vidéo ou le cinéma, mais la présence de musique dans ces différents supports, même dans les plus récents, date, enfin, ça a même presque toujours existé avec la filière musicale. Est-ce que c'est si nouveau que ça? David, je crois que tu avais une idée un peu précise sur la question. Oui, disons qu'en fait, je pense qu'il y a bien près du micro. Je pense qu'il y a beaucoup de... Enfin, le métier est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a toujours des synchros pour la publicité, donc des musiques qu'on met sur la publicité. Il y a toujours, enfin, tout ce qu'on connaît dans la relation entre les marques et la musique. Je pense que ce qui a beaucoup changé ces 3 dernières années, c'est l'arrivée du social media, puisque en fait le social media redistribue beaucoup les cartes finalement aussi de l'industrie musicale. C'est vrai que la plupart des marques aujourd'hui investissent beaucoup sur leur communauté et sont à la recherche de communautés sur lesquelles se gréver en fait. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un gros changement en termes de nouveaux comportements pour les marques qui recherchent à acheter vraiment des communautés et notamment des communautés de musiciens. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est apparu ces 3 dernières années et qui continue en fait d'évoluer. C'est vrai que nous, typiquement quand on synchronise ou quand on imagine une chanson ou un artiste, on regarde en priorité un peu son ranking social, c'est-à-dire est-ce que c'est un artiste qui a beaucoup de fans, est-ce que c'est des artistes dont on parle beaucoup, est-ce que c'est des artistes qui sont très actifs sur Twitter. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est arrivé finalement il n'y a pas si longtemps que ça et qui aujourd'hui apporte une nouvelle composante, je dirais, au mode de rémunération de la musique. Didier, toi, ça fait pas mal d'années que tu travailles sur des supports moins traditionnels, on va dire, que tu t'investis dans la production musicale dédiée aux jeux vidéo, bien avant même la structure Ubisoft Music. Quel est ton regard sur l'évolution et qu'est-ce que toi, tu peux penser de cette appellation nouveau mode de rémunération? Sont-ils vraiment nouveaux? Qu'est-ce qui a changé? Où est la révolution, s'il y en a une? Je ne pense pas qu'il y ait vraiment une révolution. Déjà, il y a toujours des artistes, il y en a plein. Qui fait sa place aujourd'hui par rapport justement aux nouveaux médias, aux nouveaux modes qui sont, disons, pratiqués par les consommateurs de musique. La musique, ça reste le premier média. Moi, je représente un média qui est très important aujourd'hui en termes de part de marché, disons, c'est le jeu vidéo, mais comme le film avant... aujourd'hui, on cherche, disons, des nouvelles avenues pour pouvoir développer le business de la musique, un nouveau, en tous les cas, business model. Aujourd'hui, j'ai créé un label. Ce qui m'intéresse, c'est de connecter des artistes et de leur donner surtout une ouverture sur le monde directement avec des jeux qui vendent des millions. Donc le système est finalement, le modèle est assez simple. Maintenant, après, c'est toujours la même chose, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup d'artistes. Quels artistes on va choisir plutôt que d'autres, etc. Je pense qu'il y a en tous les cas une constante. Pour moi, en tous les cas, c'est la véritable dimension artistique, en fait, au départ. On peut pas dire que même si on fait de la pop, quelque chose de très mainstream, on va pouvoir interchanger des artistes aussi facilement que ça, parce que c'est un produit avant tout. Moi, je pense pas. Je pense que chaque genre musical, en tous les cas, doit avoir représenté un véritable artiste, en fait, avec une vraie dimension, de manière à ce qu'ensuite, après, ça soit un véritable succès. Moi, ce que je donne, c'est une vitrine mondiale. Ensuite, après, c'est à l'artiste de performer, c'est à l'artiste de se dépasser, comme n'importe quel artiste, en fait.
Donc du coup, par exemple, moi qui travaille dans un monde virtuel, je suis extrêmement intéressé par le live et par la vraie performance en fait réelle. À quel niveau quand tu dis je suis extrêmement intéressé? Disons que par exemple tout ce qui est concert, performance d'un artiste en tous les cas, c'est pour moi... Là tu parles sur un plan personnel, c'est-à-dire que tu évolues... Je parle sur un plan d'Ubisoft Music qui produit des artistes et aujourd'hui qui a un réel intérêt à produire des artistes en live. Parce que ça représente justement tout l'envers du virtuel pour le virtuel en fait. C'est vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on a énormément on a un public qui est énorme. Tous ces gens-là aiment la musique, de toute façon, peu importe le style. Et moi, j'ai autant d'univers de jeux qui se prêtent à autant d'univers artistiques, en fait. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'alternatif très, comment dire, quasiment hermétique au mainstream pop. Par exemple, pour citer 2 exemples de jeux que j'ai par exemple Just Dance, qui est un jeu de danse très mainstream. On en vend à chaque fois 10 millions quand on en sort un, chaque année. Et là, c'est très pop. Donc là, je mets les artistes, j'ai signé des artistes complètement inconnus, mais complètement pop, évidemment. Maintenant, après, j'ai un autre jeu, par exemple Assassin's Creed, qui est aussi un énorme hit mondial, et avec qui j'associe des artistes beaucoup plus alternatifs, puisque ça correspond à l'univers du jeu, du coup. Alors justement, j'imagine que quand une marque choisit une musique pour la représenter, c'est beaucoup plus avantageux pour la marque d'aller dans le domaine du développement, parce que jamais aucun public ne se souviendra ou ne pensera à des headliners, des Madonna ou des Rihanna, en l'associant d'abord à la marque. Des gens qui ont une grosse notoriété, qui ont une histoire. C'est vrai que si on découvre au moyen d'un jeu vidéo, d'une pub, une musique, on va toujours, même inconsciemment après des années, se souvenir qu'on l'a découvert en jouant. Donc ce qui a changé aussi, si on parle de nouveautés, il y a les médias, les vecteurs, les producteurs, les façons de travailler, mais il y a aussi la mentalité des artistes. Moi, je voulais demander un peu à Acid Wash de nous parler de ça. Il y a 20 ans, 30 ans, c'était délicat, c'était pas autant assumé et aussi décomplexé. Si dans les années 80, des choses... des musiques à forte identité, des groupes de l'époque. Je ne sais pas si les Dead Kennedys avaient fourni une musique pour Puma, ils seraient restés très en retrait par rapport à ça, très très discret. Déjà, nous, public, on aurait eu du mal à comprendre, mais alors on aurait encore moins compris s'ils étaient venus dans une conférence comme ça, nous projeter le clip et en parler. Est-ce que tout ça n'est pas aussi... appartient pas au passé? Est-ce que tout ça n'est pas décomplexé, n'est pas de l'histoire ancienne? Comment répondre? Moi, je sais pas, je viens d'une génération qui, j'ai l'impression qu'il est presque symbiotique en fait, avec l'idée de la marque, enfin, donc le fait qu'elles nous utilisent. Moi, je pense qu'on les utilise autant qu'ils nous utilisent eux, hein, donc c'est un tremplin évident. Et bon, la publicité. La pub que vous avez passée tout à l'heure, il faut savoir qu'au départ, et là où c'est intéressant, c'est que, ça me fait penser à ce que j'entendais, mais les univers sont de toute façon maintenant extrêmement, s'interpénètrent, puisqu'au départ c'est une campagne pour le web, qui est devenue ensuite une publicité pour la télévision. Donc elle est sortie après dans 17 pays, je crois, enfin si j'ai bon souvenir. Donc c'est un tremplin, c'est évidemment très porteur, c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut refuser. Moi, j'ai le sentiment que de toute façon, inconsciemment, on est un peu... oui, enfin, c'est ce que je disais, on est lié à ça, à la marque, et que aussi on nous pousse en fait à le faire. C'est-à-dire que maintenant, quand on signe sur un label, les labels sont autant des éditeurs de musique que des agences de synchro. En particulier notre label, Record Maker, c'est un label qui a un bureau à Los Angeles qui ne fait que ça en fait, qui ne fait que de la synchro.
Il n'y a pas de problème moral ou éthique, enfin si j'ai un petit peu saisi ce que vous disiez là, avec l'exemple des Dead Kennedys. Mais même par rapport à votre identité, vous vous êtes jamais posé la question de savoir, on va être la musique de la pub Puma, donc ça peut nous marquer et être systématiquement le projet musical de Puma, et c'est pas aussi marquant. On vit dans un monde de marques, on vit dans un monde qui va vite, de nombreux médias, et on peut gérer tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus de... j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment d'exclusivité. De toute façon, on voit beaucoup de tracks qui sont utilisés par plusieurs marques. En particulier, celle-là, elle a été utilisée par beaucoup d'autres marques, en particulier dans la mode. Des grosses marques de mode, hein, donc Roberto Cavalli, Bottega Veneta, si je crois, enfin d'autres, il y en a eu beaucoup. Il me semble pas que Puma, peut-être l'effet de la télévision, certes, mais en tout cas, elle a été multi-utilisée par beaucoup de marques. J'ai jamais eu le sentiment qu'il y ait eu de conflit d'ailleurs entre ces marques pour l'utilisation. Elles l'ont prise, elles l'ont utilisée. Je sais pas ce que tu en penses de tout ça. Je pense que tu as déjà dit beaucoup de choses. Non, mais par exemple, par rapport à cette pub Puma, c'est un bel exemple pour nous aussi de comment on nous, d'une idée, une demande d'ailleurs d'une marque qui est donc Puma, et comment le cheminement aussi qu'on a eu par rapport à eux, comment ça s'est passé. Eux, ils nous ont proposé un clip qui existait déjà, qui était d'ailleurs basé sur le modèle d'un clip de Sébastien Tellier. Et donc on a quand même eu aussi le choix de comment monter la musique, et pour nous c'est très intéressant de pouvoir ensuite monter une musique qui existe déjà sur un album, et comment ensuite la réutiliser, justement la réinjecter dans un outil de promotion. Finalement pour nous c'est un très très bon outil de promotion, et ça c'était un des premiers pas sur ce morceau-là, et ensuite qui a généré justement pas mal d'autres travaux avec notamment des marques de mode. Au-delà du fait de l'assumer, est-ce que la marque ne peut pas porter aussi des artistes en termes d'image et exprimer une forme un peu de coolitude, bien sûr, par exemple Agnès B, qui est forcément une grande dame de la mode française, pousse beaucoup d'artistes, musiciens en général, ou même d'ailleurs des artistes plasticiens, à faire des pièces pour elle ou jouer pour des événements, et ça d'ailleurs on a énormément joué pour elle. Ça a même abouti à une ligne de t-shirts où on a édité des visuels qui étaient déclinés de notre album. Donc oui, ça nous ouvre pas mal de marchés par rapport à ça aussi. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, sur la coolitude, je pense que par exemple dans le cas de Puma, c'est pas spécialement cool d'avoir des Pumas, mais enfin je dis ça, c'est pas, enfin c'est, ce qui était intéressant, c'était moi à titre personnel, j'en ai jamais porté, mais d'ailleurs on n'en a pas eu, ils nous ont jamais donné d'ailleurs. Ah bon non, mais non, ce qui c'est le vecteur évidemment, le média. Ce que je disais au début, c'est ils nous utilisent, on les utilise autant, donc il n'y a pas je crois pas qu'il y ait d'antagonisme, mais c'est une collaboration c'est ce qu'on appelle c'est vraiment du win-win, quoi, hein, donc c'est parfaitement assumé de notre part. Mais moi je pense que, je vois aucun problème avec ça à partir du moment où c'est des artistes français qui ont une porte ouverte sur le monde entier. Et en plus de ça, le média, c'est web déjà, au départ. C'est ça, hein ? Ouais, donc le web, c'est la nouvelle génération, c'est le public qui décide, c'est le public qui voudra pouvoir en écouter plus parce qu'ils vont découvrir ça aux États-Unis, partout dans tous les pays. Donc je pense que là, on est vraiment dans un mode de diffusion internationale, pour le coup, qui est complètement actuel. Donc il n'y a pas tellement de problématiques à se poser par rapport à si on veut ou pas. Après, je pense que des artistes qui ne veulent pas, moi j'en ai déjà rencontré pas mal. Je parlais justement de Sigur Rós, qui est un groupe assez disons, authentique, et qui, au départ, on les avait contactés pour faire une pub TV justement avec eux. Au départ, ils adorent le jeu vidéo, donc ils ont dit tout de suite oui.
Par contre, quand ils ont vu qu'à la fin du spot, il y avait forcément les logos de Sony, PlayStation et Microsoft, Xbox, là, ils ont dit non, on ne peut pas le faire. Parce que c'était pas leur esprit, c'était pas leur éthique. Mais peut-être que les membres de Sigur Rós sont justement issus de la génération un peu d'avant. Enfin, ces références-là. Je ne sais pas, mais finalement, n'importe quel artiste a le droit de refuser, à la limite, de faire de la pub, etc. Évidemment, c'est sûr, comme vous disiez, que le label et l'éditeur sont quand même un peu embêtés dans ces cas-là. D'ailleurs, le label de Sigur Rós était extrêmement ennuyé de perdre la synchro de cette pub. Il y en a qui peuvent vous remercier parce que vous avez peut-être créé une frustration et c'est grâce à vous que là, dans quelques jours, au mois de mai, on va voir Sigur Rós dans un épisode des Simpsons avec, je crois, une grande première. C'est une des premières fois où ils ont enregistré un titre exclusif pour l'épisode. Mais s'ils aiment, c'est un groupe qui est assez hermétique en fait. Hein. C'est vraiment pas un groupe mainstream, mais qui est extrêmement intéressant, qui a un univers complètement original. Tant mieux. Maintenant, il y en a plein d'autres, des groupes comme ça. Maintenant, après, on est libre, l'artiste, en tous les cas, est libre de faire son choix. Mais là, en l'occurrence, l'artiste est signé, il y a des gens qui font de la synchro. Ça fait partie du business de la musique aujourd'hui. Ça, c'est pas remis en question. Maintenant, ce qui est plutôt à considérer, c'est comment les gens veulent consommer de la musique aujourd'hui. Quand je dis consommer, c'est vraiment dans le sens où ils ont envie de l'acheter. Donc, moi, c'est plutôt ça. Moi, je regarde juste le consommateur aujourd'hui. C'est qui ? C'est tout le monde, c'est tous les gens qui sont sur Internet tous les jours, les réseaux sociaux, etc. Et donc, ça, c'est un nouveau mode de consommation. C'est surtout un nouveau mode de découverte d'artistes. Aujourd'hui, ça bypasse de plus en plus les radios, et c'est tant mieux, parce que du coup, ça nous ouvre des voies, en tous les cas, pour les gens, dont le principal intérêt, c'est de dire j'aime cet artiste-là, je le plébiscite, et je l'achète. Alors, avant, là, ici, il y avait un débat sur Adopi et compagnie. Bon, ça, moi, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais ce que je veux dire, c'est que aux États-Unis, par exemple, les gens achètent de la musique. Donc ils téléchargent beaucoup moins. Nous, on est quand même les champions du monde du téléchargement. Je ne sais pas, ça c'est un autre débat, mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que la musique se vend. Et à partir du moment où elle est associée avec un autre média qui est, disons, ce qu'on appelle un trend, quelque chose de branché, en tous les cas, pour des consommateurs, c'est de toute façon un plus. Et la musique prend une autre valeur. Le jeu vidéo fait partie complètement de ça. Moi, je suis un média, en fait. Donc moi, ce que je veux, c'est juste diffuser des artistes, peu importe si on va vendre leur musique comme, je ne sais pas, Universal ou Sony Music fait. Est-ce que c'est pas plus facile aussi, parce que ici Ubisoft, c'est une structure pour laquelle on ne posera pas la question du modèle économique, mais quand on a un résultat plus sécurisé, on va dire, avec le jeu vidéo, on sait qu'on va vendre tel jeu, on mise son marketing et sa stratégie avant tout sur le jeu vidéo. Est-ce que c'est pas un peu plus facile par rapport à des médias plus traditionnels, y compris la radio, de se dire moi je peux diffuser et supporter une musique moins connue, plus aventureuse, tout ça, parce que c'est un bon support, mais c'est pas le cœur de. C'est plus facile en termes de diffusion, puisque systématiquement on atteint des millions de personnes. En termes d'exposition pour l'artiste, mais par contre, c'est aussi difficile en termes de business. Je parle uniquement au niveau de la musique, en fait. On reste dans les mêmes problématiques que n'importe quel label. Moi, je suis un label indépendant, en fait. Goran, vous voulez intervenir. Tu voulais intervenir, je crois. C'est vrai.
Oui, je voulais faire un commentaire car vous posiez des questions sur ces personnes, savoir s'ils avaient des problèmes d'être associés à la marque Puma et quels sont les aspects qui affectent l'image du groupe. Et je crois qu'en général, on simplifie trop cette discussion. On pose la question en général, est-ce qu'ils doivent le faire ou est-ce qu'ils doivent éviter de le faire? Or, je crois que beaucoup d'artistes, beaucoup de labels vont poser beaucoup plus de questions sur la qualité de la chose. Quelle est l'idée de la marque? Quel est le budget? Comment va être le son? À qui est-ce que ça va être exposé? Quel va être le timing par rapport à nos sorties, nos activités? Toutes ces questions doivent être évaluées. Et si toutes ces questions peuvent être répondues par la positive, eh bien, 1 + 1, ça fait 3. Et donc, la question de revente est fragmentée en des questions beaucoup plus spécifiques. C'est comme ça qu'on peut être plus constructif et c'est aussi plus facile pour un groupe d'analyser la chose. Selon mon expérience, lorsqu'on a eu des offres de ce genre pour des petits groupes, si on leur pose la question, est-ce qu'on utilise ce morceau dans ce projet, donc il y a une marque ou autre chose, eh ben, ça va peut-être leur faire un peu peur, ça va être intimidant pour eux. Mais si vous parlez vraiment du projet et que vous dites voilà exactement comment ça va se poser, c'est le projet, c'est le directeur de la photographie, voilà ce qu'ils ont fait avant, voilà l'exposition, voilà le budget, eh bien, même il faut expliquer, par exemple, si le budget peut être plus important ou pas, quels sont les arguments, parce qu'il y a ce genre de production, ce genre de visibilité. Et donc là, vous commencez un dialogue, une conversation, une négociation construite avec les deux parties. Et là, je pense que c'est quelque chose de plus digestible pour le côté des musiciens de la musique. Au final, il y a toujours des gens qui vont dire non, et c'est tout à fait juste, mais c'est une réponse par la négative de manière beaucoup plus juste. Tout le projet a été dissecté. Voilà, maintenant, c'est moins simplifié que ce qu'on disait auparavant. Parce que, en fait, c'est vrai que nous, on nous a proposé un projet. Quand Puma est venu sur cette musique, ils nous ont effectivement dit voilà, c'est le graphiste qui travaille sur les clips de Sébastien Tellier qui va faire cette publicité. Voilà. On savait que ça serait quelque chose de qualitatif, évidemment. Heureusement ou malheureusement, de toute façon, on n'a pas eu de pouvoir là-dessus et je pense qu'on aurait quand même, de toute façon, certainement dit oui, mais les compagnies ne respectent pas toujours les termes en fait de cet agreement, on va dire, de l'accord qu'il peut avoir autour de la qualité du contenu artistique, par exemple d'une publicité. La publicité qu'on a vue au début, qui est sortie après, donc dans tous ces pays, elle est sortie sous une forme différente dans chaque pays. Ils ont en fait, à la fin, la petite silhouette qu'on voit devenait un sportif de haut niveau dans tous les pays. Chose qu'on ne savait pas du tout au début. Donc on l'a vu apparaître sur YouTube et on a vu qu'elle sortait dans différents pays, en particulier en Argentine, en Espagne, en Italie, à chaque fois avec à la fin la silhouette s'incarner. Un nouveau sportif en fait par pays, ouais. Un sportif par pays, et avec des versions très très différentes et souvent très moches. Je ne sais pas pourquoi, ils avaient quelque chose avec les nageuses, donc c'était toujours des nageuses, donc c'était les Laure Manodou de tous les pays du monde qui à la fin portaient les chaussures roses, magnifiques, qu'on a vu donc dans la publicité. Oui, on peut poser toutes les questions qu'on veut et c'est vrai que la qualité artistique était là. Après, c'est devenu quelque chose de totalement différent et contractuellement. Ouais, mais quand vous allez vendre des millions d'albums, vous allez pouvoir dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc minable Vous allez me changer ça tout de suite. Moi, je travaille aussi avec des artistes. Mais ça ne posait pas de problème. Hein. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que ça ne m'a pas posé de problème. Et ce que je disais au début, c'est que de toute façon, même si ça, on l'avait su, on aurait de toute façon dit oui. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est valable aussi pour des artistes complètement confirmés. Parce que moi, je travaille aussi bien à chercher des artistes émergents et de la même manière qu'avec des artistes complètement confirmés. J'ai travaillé avec Peter Gabriel, les Pixies, Korn... R, on a fait un jeu il n'y a pas longtemps. Enfin bon, la liste est longue. Amon Tobin, j'ai produit un album entier avec lui, mais il est venu
directement dans l'équipe parce qu'il adore le jeu vidéo. C'est vraiment un geek. Et donc, il s'est immergé dans cette production. Donc, ça veut dire que l'artiste choisit quand même son univers et avec qui il veut travailler. Peter Gabriel, c'était pas évident. C'est quand même un gros artiste, mais lui, il a juste joué le jeu exactement comme un artiste émergent. Et c'était bien. Donc, ça veut dire que c'est le média qui les branche. Et à partir du moment où il y a cette adéquation-là et cette adhésion, il n'y a aucun problème, on peut tout faire et on crée des choses. Mais ce que je veux dire aussi par là, par rapport au business de la musique, c'est que des artistes aujourd'hui qui sont complètement reconnus contrôlent de plus en plus leur propre production. Donc c'est ça qui est aussi en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans l'industrie de la musique, il n'y a plus comme avant la mainmise du label ou de la major, peu importe, qui pouvait faire vraiment barrage à toute collaboration parce qu'on n'arrivait pas à s'entendre au niveau des termes. Là, c'est l'artiste directement qui peut intervenir et qui peut dire « moi, je veux le faire, je le fais, et je le fais parce que j'ai le droit de le faire par rapport à mon contrat. » Et ça, c'est de plus en plus, j'en rencontre de plus en plus des artistes qui contrôlent vraiment leur production. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas distribués derrière par des majors, etc. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, ça veut dire que moi, je peux faire des choses originales sans que le label, qui ne va rien faire du coup dans l'histoire, va me demander comme une synchro alors que c'est une production. Voilà. C'est ça la différence majeure qui se passe aujourd'hui. Moi, je voudrais juste ajouter un truc, parce que je crois qu'il y a quand même une réalité dont on ne parle pas, c'est que les marques, c'est un peu ce que tu disais, moi je suis tout à fait d'accord, c'est pas si simple. C'est-à-dire que bosser avec Nike ou avec Kraft Food ou avec je ne sais quelle marque, j'ai l'impression qu'on décrit un peu un monde idéal où les artistes et les marques s'entendent très bien, discutent très facilement et se comprennent en se tapant dans la main. Malheureusement, je pense que dans le jeu vidéo c'est très différent parce que finalement c'est un produit, on met de la musique dedans, c'est beaucoup plus simple en fait. Quand on s'appelle, je sais pas Suchard par exemple, ou je ne sais quelle marque, ou même Nike, etc., tout devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a en face de nous des marques qui comprennent un peu l'environnement artistique, et quand je dis un peu, je suis hyper sympa. Et à côté de ça, on a des artistes qui, eux, ont plutôt... alors, ils font, dans certains cas, ils le font pour l'argent, ils le font pour l'image, ils ont envie de faire des projets, en fait, avec des marques, mais je pense qu'il y a besoin, et c'est un peu le nouveau métier, je pense qu'on fait tous les deux différemment, mais c'est un peu ce nouveau métier qui est un intermédiaire entre ces marques qui sont vraiment complètement focus sur le marketing, sur l'image, sur le ROI, etc. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, une marque, quand elle fait quelque chose, sa première question, c'est son ROI. Et des artistes qui, eux, arrivent et font un projet artistique, veulent plutôt savoir avec quel réalisateur, dans quelles conditions les choses vont être faites, quelle liberté ils vont pouvoir avoir sur le tournage. Et je crois que le monde qui était décrit là juste avant, où les artistes tout seuls arrivent devant les marques, très honnêtement, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans ce business, je trouve que c'est aller droit dans un mur. Parce que le discours entre un directeur marketing ou un directeur de communication de grands groupes, qu'il soit français ou international, avec un artiste en direct, c'est souvent un gros problème. Donc je pense qu'il faut réussir à avoir et imaginer un peu ce nouveau métier qui n'est pas un métier un peu de label de musique qui s'intéresse plus à faire de la synchronisation, mais un nouveau métier qui cherche à justement faire du contenu, essayer de respecter l'œuvre artistique au même titre que essayer de tirer au maximum les intérêts de la marque et qu'on arrive à trouver un compromis. Et moi, ce que je remarque systématiquement, c'est que c'est une grande négociation et que pour pouvoir mener cette négociation, il faut être extrêmement crédible pour le faire. Et c'est vrai que nous, enfin chez Combini, mais on n'est pas les seuls, c'est le gros de notre boulot, c'est ça. Mais c'est intéressant. De toute façon, vous représentez tous une approche différente. Ubisoft, c'est déjà une marque en soi. Tu as quand même
tu incarnes déjà quand même ta oui, marque. Mais c'est pas du tout mon credo, moi. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de penser à une marque, puisque c'est quand même un bon support et un bon filet de sécurité. Moi, c'est la diffusion, donc effectivement, je comprends complètement la différence. Mais je parlais. Par exemple, juste pour revenir sur Puma, ce qui s'est passé là, c'est scandaleux. La réalité, c'est que c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'il y a Enfin, on peut pas laisser faire des trucs comme ça, parce que sinon, ça devient le délire total. C'est tu fais un film pour une marque. Ce que je racontais avant. Mais c'est un truc de dingue. On fait un film pour une marque, pour Puma, ça passe sur Internet. Ensuite, c'est réexploité en télévision. Donc, j'espère que vous avez été payé en conséquence. Il y avait des clauses dans le contrat qui prévoyaient que... Mais des bonnes clauses, parce que c'est pas du tout la même exposition et c'est pas du tout le même prix. Et en plus, ils ont repris le film, ils ont refait la fin, ils ont donc cassé toute la direction artistique du projet. C'est, pour le coup, là, il y a un gros problème. Bien sûr. Gros problème. Mais je parlais de Peter Gabriel, j'ai travaillé avec lui, mais les équipes de marketing d'Ubisoft lui demandaient, enfin, par mon intermédiaire, de, je sais pas, par exemple, de poser avec un t-shirt du jeu. Et lui, il a juste dit « You put me in the corner ». Arrêtez de me dire ça, je veux plus rien faire avec vous. Donc, il m'a demandé à moi de faire le médiateur. Mais en fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire que quand on s'adresse à une marque, il n'y a pas de producteur de musique dans cette histoire. C'est que des gens de marketing, il y a des chefs de produits. Donc c'est du business pur. Moi, c'est pas mon cas. Je veux dire, je suis producteur de musique déjà. Donc du coup, je me place, disons, en garde-fou par rapport aux artistes, par rapport à la production, puisque c'est ça mon business. Mais si les équipes de marketing prennent ça en main, là, c'est fini. On ne fait plus rien. Je le sais bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les équipes marketing du coup d'Ubisoft vont travailler sur la cross-promo, tout le network. Justement, toi, tu es sensible à ça et c'est le cœur de ton business, les réseaux sociaux. Et là, à ce moment-là, je compte sur eux pour pouvoir incorporer tous ces artistes-là et leur donner la place maximum dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est ça, et c'est des millions de personnes sur les Facebook de chaque marque de jeu. Ouais, mais c'est vrai que c'est plus une plateforme de diffusion, un média aujourd'hui Ubisoft, qu'une marque à part entière. C'est un broadcaster en fait. C'est vrai que les négociations sont difficiles, et surtout ce que je crois, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est le projet artistique. C'est quand même ce qui nous anime tous, c'est quand même la créativité et la création. Et c'est pas toujours évident d'être au milieu, mais je pense que c'est une évolution du marché, parce que c'est une nécessité, et d'autant plus, parce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure sur les réseaux sociaux, on est dans l'ère des réseaux sociaux, donc on est dans l'ère du contenu, et le contenu aujourd'hui il se fait avec les artistes. Donc on a une espèce de nouvelle demande, enfin on a une vraie nouvelle demande de la part des annonceurs, mais des fois qui sont un peu, c'est un peu compliqué en fait, qu'ils imaginent être du contenu, donc il faut être capable de les accompagner, et pour certaines marques, c'est assez génial, parce qu'on a des bons interlocuteurs aussi. Il ne faut pas non plus stigmatiser les marques. Hein. Ce n'est pas tous des mauvais mecs qui sont dans des tableaux Excel et qui font des calculs. Mais il y a un truc entre les deux, et ça, je crois que c'est une vraie évolution, c'est d'essayer de... Je pense qu'il y a beaucoup de choses, moi, qui sont possibles dans la collaboration entre les marques et l'industrie musicale et plus globalement les artistes. Mais vraiment énormément de choses. On peut imaginer des séries, enfin on peut imaginer plein de trucs. Je pense que le succès d'une collaboration, elle se joue dans la bonne compréhension entre effectivement les artistes et les marques, et je pense que c'est très difficile que les deux se parlent directement, et qu'il y a absolument besoin d'avoir des garants à la fois du projet artistique et des gens qui comprennent les enjeux aussi que peuvent avoir les marques en termes d'exposition. Goran, est-ce que toi tu n'es pas un peu à la croisée de tous ces chemins? Est-ce qu'on peut dire que Ology est un peu une nouvelle forme de boîte de production plus qu'audiovisuel, enfin multimédia? Est-ce que ton quotidien, en fait, tu es interlocuteur d'artistes, de marques, de réseaux sociaux, tout ça? Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de ton point de vue et de ton activité artistique et de ton lien avec la musique dans Ology? Oui.
Il n'y a aucune journée qui se ressemble, car en Norvège, on doit collecter un peu tous les travaux de synchronisation. Par exemple, je sais que mes collègues américains, ils ont une personne qui est dédiée à la licence, paperasse, aux accords, et ensuite il y a une personne créatrice, et ensuite il y a un éditeur qui fait le travail avec les morceaux, qui monte les morceaux, etc. Mais en Norvège, je fais tout. Donc, c'est un peu comme l'idée d'une publicité, d'un film, d'une série télé. Ça va sûrement commencer en parlant avec un directeur artistique, un directeur de projet. Ils ont peut-être une idée soit très vague, soit spécifique de musique. Ils peuvent avoir des références de groupes de musique ou des références d'émotions, de ressentis. Et ils ont aussi un budget. Et ils ont un certain niveau qu'ils veulent atteindre, un public cible aussi. Donc, c'est là que nous, on prend la main. On a de très bonnes connexions avec les labels et les éditeurs dans le monde entier, des grands, des petits, des contacts directs aussi avec des artistes. Et donc, je vais faire des recherches musicales. J'essaye de trouver ce qui convient le mieux pour ce projet en question. C'est un peu un métier à la carte. On fait les choses une par une. On a aussi des projets de consultation à long terme pour des grandes entreprises, par exemple pour des radios, pour certaines entreprises ou des grandes collaborations avec des artistes connus. On est le point de contact entre, par exemple, H&M et leurs clients, leurs boutiques. On est le point de contact audio. On est dans cette boucle de discussion, en tout cas, sur ce qu'ils vont jouer, comment ça va être joué, etc. Et donc, d'un point de vue créatif, il s'agit de trouver la bonne musique, la musique appropriée, qui j'aime vraiment bien. Et même si beaucoup de choses changent en termes de modèle économique, etc., c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de trouver, pour moi, le bon morceau, le bon groupe, le bon son pour le projet, quel que soit le projet. C'est ça pour moi. Et il y a aussi le côté business, commercial qui change. Bien sûr, on a toutes ces problématiques, comme par exemple les licences télé. C'était mesuré avant par la longueur d'exposition du projet, dans combien de territoires. Maintenant, cependant, avec Internet, soudainement, maintenant on a Internet, haha, comme si c'était quelque chose de nouveau. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais bon, en tout cas, avec Internet, il y a la problématique des éditeurs, notamment avec le concept de géographie lié à Internet. Par exemple, une entreprise multinationale et publier un projet sur leur site web. Et là, on se demande dans quel pays est-ce que c'est diffusé, et on ne sait pas. Les gens disent non, mais un peu partout, et voilà. Non. Il y a des nouveaux modèles à créer, on en a parlé tous les deux. Il y a toujours du travail à faire pour chercher des nouveaux modèles économiques. Beaucoup d'artistes, de groupes de musique sont tellement habitués à utiliser Internet qu'ils ne comprennent pas pourquoi les budgets des projets en ligne sont moins importants pour d'autres projets qui ne sont pas en ligne. Bon, par exemple, un espace publicitaire sur la télé, c'est beaucoup plus cher que de mettre quelque chose en ligne. Donc, le budget musical va refléter tout cela. Il y a un écart et aucun des partis impliqués ne comprend cet écart de prix. Donc, nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Mon approche, c'est toujours d'avoir un dialogue ouvert avec les deux parties et d'essayer de négocier. En général, on arrive à obtenir de bons contrats, tout le monde est heureux. Voilà, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Je disais en introduction que c'est un sujet vaste qui pouvait avoir des oppositions dans l'espace et dans le temps. Sur le plan international, David, pour quelles raisons est-ce que c'était lié à la création du projet? Pour quelles raisons deux Français ont monté une nouvelle affaire
à Londres? Disons déjà on a monté Combini en France. On a quand même commencé Combini en France donc c'était en 2007? Non, en 2008. Oui, 2008. On a commencé le projet, donc il y a eu toute une histoire. On a produit, enfin voilà, suivi son cours. Et c'est vrai qu'on a déménagé en septembre de l'année passée en Angleterre, parce que disons que c'est toujours. Je suis un peu embêté de dire ça, parce que j'adore évidemment la France. C'est là où on a d'ailleurs le plus de personnes qui travaillent pour Combini. Mais c'est vrai que il y a, je pense, beaucoup plus de facilité à faire des projets internationaux, enfin des projets créatifs qui vont impliquer des artistes et des marques en Angleterre. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un pays beaucoup plus ouvert. Nous, notre on va dire, ligne éditoriale, c'est la pop culture. C'est quelque chose qui mélange, on va dire, beaucoup de choses. Et c'est vrai que en Angleterre, on ressent beaucoup c'est le pays de pop. Donc on ressent énormément cette facilité à mixer les choses. C'est un peu moins conservateur, un peu moins conventionnel. C'est vrai qu'on peut faire émerger des projets plus internationaux et plus facilement. Et c'est vrai qu'on développe Combini en Angleterre maintenant depuis quasiment 1 an, et c'est super agréable de pouvoir justement avoir ce double regard de culture anglo-saxonne et une culture beaucoup plus latine qui est celle des Français et qui est finalement beaucoup plus conservatrice, étrangement, que celle des anglo-saxons. Ils vont plonger beaucoup plus facilement, mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un peu moins le bordel. C'est-à-dire que pour le coup, ils vont essayer de beaucoup mieux on va dire caler les contrats, l'exploitation. Les choses sont beaucoup plus exigeantes en termes de justement respect, on en parlait tout à l'heure, des droits d'auteur, etc. On a vraiment un cadre juridique qui est extrêmement important, mais d'une certaine façon c'est bien aussi parce que ça pose les règles du jeu et tout est bien clair. Ici, en France, c'est toujours un peu le bordel. Faut se le dire franchement, il y a toujours, on tente toujours de jouer avec le cadre, avec les droits, etc. C'est un sport national, et c'est vrai que voilà, on est en Angleterre surtout parce que c'est vraiment un pays extrêmement créatif où il y a des talents partout, et d'ailleurs on fait venir des jeunes créatifs anglais en France et inversement aussi, quoi. Puis on adore l'Angleterre aussi. Et c'est un pays qui a compris depuis très longtemps l'apport économique que pouvait fournir la musique. Enfin, au-delà de là, quand on parle de rémunération, tout ça reste dans la filière, mais là, ça va bien au-delà. Mais c'est intéressant. Tu parles de culture anglo-saxonne. Je voulais vous demander, parce que je reprends l'intitulé, hein, on est là pour ça, les nouveaux modes de rémunération dans la musique. Est-ce que vous n'êtes pas justement parfois un peu trop anglo-saxon ? Attention, je vous ai dit que je vous chatouillais un petit peu. Un nouveau mode de rémunération de la musique, est-ce que vous vous intéressez à tout ce qui est en train de se passer en Afrique, qui est un continent où il n'y a jamais eu de marché de la musique, et que des nouveaux supports, qui, aussi basiques soient-ils que des téléphones portables, font exploser ce marché? C'est-à-dire que dans de nombreux pays, quelques centimes pour une sonnerie de téléphone, multipliés par des millions et des millions, c'est énorme. Je ne sais pas si certains étaient là pour le mercredi pour l'Europe créative, où j'ai parlé du Cap-Vert ou de petit archipel qui a un travail absolument incroyable, qui est comparable pour cet archipel à la dimension européenne, etc., etc. Est-ce que ce sont des nouveaux modes de rémunération aussi pour les artistes? Des grosses maisons de disques, on parle encore de maisons de disques, des gros labels français sur les réseaux sociaux ont étudié leur trafic et ont vu que pour les artistes français signés en France, il y avait plus de 20 voire 25% du trafic qui venait exclusivement d'Algérie. Il y a des pays qui sont en train de s'équiper, qui sont en train de renouveler leur mode de paiement, qui ne pouvaient pas faire de paiement en ligne avant. Tout ça est une explosion à l'échelle de tout un continent. Est-ce que ce sont des perspectives qui vous intéressent, ou est-ce que vous restez dans une sphère, parce que c'est culturellement parlant, il faut orienter aussi un petit peu les choses, hein. On ne propose pas forcément toute la même musique sur tous les territoires. En fait, là déjà, pour répondre à ta question, ça commence déjà avec le web. Donc c'est ça en fait la raison première, c'est-à-dire que maintenant un artiste local peut avoir une dimension internationale, c'est-à-dire aller viser d'autres pays. Là, tu es en train de parler d'artistes en fait francophones,
donc du coup qui vont aller chercher d'autres pays francophones, comme l'Algérie, comme d'autres, en Afrique notamment. Je dirais que, évidemment, bien sûr, tout démarre de là déjà. Donc de toute façon, déjà aujourd'hui, les choses sont totalement changées. Un artiste aujourd'hui, par défaut, il est international. Maintenant, après, comment le relais se fait au niveau de la promotion pour qu'il y ait des équipes, des gens qui s'occupent de les promotionner hors de leur pays d'origine, sur les territoires justement où ils commencent à avoir une certaine audience. C'est ça la clé. Mais sinon, par défaut, aujourd'hui, bon, par exemple, eux font de la musique électro. Par définition, les Français ont toujours été bons en électro. Et je veux dire, à ce niveau-là, ils méritent largement, en tous les cas, ils ont une renommée déjà, par exemple, aux États-Unis. Ce qui n'est pas donné du tout à tout le monde. Un artiste francophone aujourd'hui qui soit en France, qui chante en français avec, disons, un côté un petit peu plus traditionnel, et un artiste au Québec qui connaît exactement la même histoire, ne se sort pas de ce territoire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, mais ça, c'est vraiment au niveau de la promo hors du territoire. Donc évidemment, c'est extrêmement intéressant, mais ça part quand même du web, ça part de la nouvelle diffusion de la musique au départ. C'est-à-dire, c'est open world. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Qui prend le relais? Ouais, moi, d'un point de vue culturel, ce que je trouve fascinant dans notre époque, c'est que Internet a vraiment rapproché un peu tous les peuples, d'une certaine façon. Nous, on parle d'ailleurs d'un espèce de nouveau langage qui est un langage globish, où finalement tout le monde se comprend. C'est-à-dire que, enfin, vous qui tournez beaucoup plus que moi, quand tu vas dans n'importe quel pays, finalement on retrouve quasiment les mêmes communautés. C'est-à-dire qu'il y a une culture globale qui a émergé, que ce soit en Italie, en Espagne, en Allemagne. Je parle uniquement de l'Europe, mais on peut l'étendre partout. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois où finalement il y a une culture globale qui se crée, bien au-delà des frontières. Nous, encore une fois, c'est cette culture globish. Ça, c'est extraordinaire aussi pour l'Europe. Je pense que c'est un grand mouvement et on montre du doigt beaucoup plus, à mon avis, les difficultés que la réalité qui est assez enthousiasmante, moi, je trouve. Et c'est vrai que pour répondre à la question sur les nouveaux usages, sur les nouveaux marchés, finalement, c'est un peu plus ce que tu décris. Je crois que c'est plutôt... moi, je ne raisonnerais pas sur une typologie nationale de marché. Il n'y a pas un marché algérien. Il y a une communauté d'amoureux de la musique, par exemple. C'est surtout ça qui nous intéresse, nous. Et c'est ça qu'on va essayer de trouver partout dans le monde. Et c'est vrai que quand on a, je ne sais pas, je vais revenir sur le sujet des marques, mais quand on a une grosse marque qui veut aujourd'hui faire passer un message mondial, son sujet, ça va vraiment être d'essayer de le faire passer à une typologie d'audience bien particulière. Et c'est vrai que on peut la trouver un peu partout dans le monde après, mais c'est pas un sujet en soi. On s'en fout un peu de savoir qu'on va toucher des mecs en Algérie ou je ne sais où, etc. C'est pas le sujet. Par contre, on veut que toute la communauté globale d'intérêt soit couverte au maximum. Mais ça vous traverserait l'esprit, et peut-être que vous le faites déjà, de dire, par exemple, vous écoutez beaucoup de choses, vous repérez, vous voulez faire du développement, vous auriez pu travailler un artiste, je vais prendre Jupiter, un artiste africain, congolais, qui va être un peu la révélation de cette année, qui tourne depuis 30 ans, et qui peut, par des structures comme vous, avec votre force de frappe et tout ça, peut-être moins fonctionner en Europe, et apporter énormément sur tout un continent qui n'est pas l'Europe. C'est aussi une autre... Bien sûr. Bah, tout est absolument possible, mais il faut juste quand même qu'il y ait une origine artistique sur un projet. Donc de toute façon, après, c'est une conjonction de plein de choses. On choisit l'artiste, on aime la musique, il y a des gens qui y croient, l'artiste performe, etc. Donc ensuite, il a une dimension, voilà, autant de paramètres qui sont déjà importants. Ça, c'est de la production musicale. Maintenant, après, là, j'ai produit un Jamaïcain à Kingston.
Le gars, il a jamais gagné 1 centime avec sa musique. Ça fait 15 ans qu'il fait de la musique. Il est juste hyper talentueux. Sauf que là-bas, c'est vraiment le tiers-monde aussi. C'est vraiment très très dur, Kingston. Et du coup, peut-être pour la première fois de sa vie, il va pouvoir enfin gagner de l'argent qui lui est juste dû de ce qu'il fait. Donc voilà, ça c'est intéressant. Il y a une chose que tu disais qui me parle beaucoup. On se fait souvent la réflexion, ce que tu disais sur on retrouve le même public. On a fait des tournées en Amérique du Sud, mais là par exemple récemment on était au Brésil. Et on a vu effectivement la même communauté de hipsters, électro, qu'on retrouve absolument partout dans le monde. Et partout, il n'y a pas d'endroit où on ne l'a pas vu, cette communauté. Le Brésil, évidemment. Et c'était intéressant de voir que justement sur la question des marques, ils connaissaient les gens on a fait une conférence à Sao Paulo au musée de l'image et du son, un peu sur le même sujet, pas exactement, plutôt sur les collaborations entre artistes et designers, et que mais les thématiques étaient proches, et c'était intéressant de voir qui connaissaient tout ce l'utilisation par exemple de la 7-track qui est connue par les gens qui s'intéressent à nous et à la musique électronique, que Puma a utilisé. Ils connaissaient les autres marques qui avaient utilisé les clips. Par exemple, Fashion TV a utilisé cette musique pour des shows. Ils connaissaient le clip de Bottega Veneta, ils le connaissaient. Et ce public, et donc là je rejoins aussi ce que tu dis sur le web en fait, c'est-à-dire qu'ils connaissent tout ça par le web. Et donc ce public, cette communauté, a les mêmes centres d'intérêt, partagent les mêmes réseaux sociaux, connaissent les mêmes choses à la seconde. Il suffit qu'un type le tweet, et cette pub par exemple, elle a tourné, et ces marques-là nous ont popularisé par ce biais-là, par ces publics-là, hors d'Europe aussi. Goran voulait rajouter quelque chose. Oui, j'aurais une anecdote assez sympathique sur ce sujet de la mondialisation, parce qu'on parle de toutes ces choses, on parle de toutes ces opportunités qui se présentent, et aussi on parle du synchro. De la synchro, bon, c'était pas mon synchro à moi, mais en fait c'est un collègue qui m'a dit. Il y avait un trio donc de la Scandinavie, donc c'était un trio souterrain en quelque sorte, underground. Donc en fait ils ont joué 2 concerts, et donc en fait ils ont produit un morceau qui était très entraînant, et du coup après il y avait une grande publicité qui a été diffusée en Chine. Donc la première facture qu'ils aient jamais envoyée en tant que groupe, c'était une facture de $100,000 pour une campagne de publicité asiatique. Et du coup ce groupe vient de terminer son 2e morceau, et en fait il n'y avait pas de promotion, il n'y avait pas de question de timing, parce qu'en fait le groupe n'était simplement pas prêt, mais c'est juste un exemple du buzz qui peut être créé. Et moi je viens d'aller en Chine il y a 2 semaines, et j'étais surpris de voir donc les espaces publicitaires à la télé. J'avais des idées préconçues par rapport au rythme et la couleur des publicités asiatiques. Je pensais que ces publicités étaient beaucoup plus intenses et très différentes, mais en fait pour la plupart c'était des campagnes mondiales qui parlaient la même langue que nos campagnes à nous. Donc la musique même, je connaissais très bien la musique utilisée pour ces publicités. J'ai vu ce groupe scandinave qui venait de recevoir cet énorme chèque, et c'était vraiment le début de leur carrière. Ils n'ont sûrement jamais vu la pub, et les Chinois ne connaissaient sûrement pas le nom du groupe utilisé, mais en fait ça ne servait à rien d'approfondir ce sujet, parce qu'il n'y avait pas de produit à proprement parler à promouvoir pour ce groupe, parce que c'est leur premier morceau. Mais en fait ils ont reçu un grand chèque pour qu'ils puissent se concentrer sur leur album et sur leur musique par la suite. Voilà, donc c'est une petite histoire sur la mondialisation. On va rester à la fois un peu sur peut-être l'état d'esprit international, mais on va voir justement si vous avez un état d'esprit plus franco-français. On parle de rémunération dans la musique, on parle d'argent. Je sais que c'est un tabou en France. Est-ce que, question pour Acid Wash, est-ce que ça rapporte aussi bien que ça? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est vraiment cette étoile qui brille? C'est sympa, financièrement parlant, de faire une musique pour Puma? Vous n'êtes pas obligé de donner le montant si vous voulez le donner, il n'y a pas de... Non, je ne rentrerai pas là-dedans, mais une synchro pour une marque,
Il y a plein de gens qui le font. Hein. Enfin, c'est pas... Nous, on fait de la musique électronique, donc c'est particulier, mais une synchro, on va dire, bien contractualisée, ça rapporte beaucoup d'argent. Ça, c'est pas un fantasme, c'est vrai. Une synchro... je connais pas d'artistes, en tout cas en musique électronique, et on en connaît un certain nombre qui ont fait des synchros, en particulier pour des marques, de très grosses marques, hein, voitures, parfums, chaussures, ce qu'on veut. J'en connais pas un qui est refusé. Donc je crois pas qu'il y ait un problème ni un tabou autour de ça. Non, c'est pas un fantasme. Bien sûr que c'est beaucoup d'argent. C'est surtout beaucoup d'argent finalement en SACEM aussi, hein. C'est-à-dire que les passages télé, si la pub passe pendant 1 an, pendant 2 ans, là, on a eu le cas dans notre label aussi avec la ritournelle de Tellier qui a été vendue à la Champions League. Donc c'était quand même en Angleterre. Donc c'était le générique de toutes les annonces de soirée Champions League. On a effectivement c'était Sky Sport, donc on était sur un autre schéma. On a le contrat avec la marque dans un premier temps, et après, tant que tout ça existe, il y a des périphéries de sources financières qui sont. Il n'y a pas que les artistes qui touchent, hein, parce qu'il y a... Ouais. Non, parce que évidemment on est à 60-40 avec c'est-à-dire que les labels, ça c'est une autre évolution du métier, c'est que ce que je disais au début, c'est les labels ne sont plus des labels en fait vraiment, ils sont des labels et. Alors, par exemple, ils sont des labels et des agences de synchro, c'est-à-dire c'est très rare maintenant de signer chez un publisher. En tout cas dans notre économie, les labels d'électro proposent le publishing. Ouais, et puis vous écrivez vos titres. Oui, on compose. Mais c'est pas le cas de tous les artistes. Donc du coup, là, au niveau des droits d'auteur, c'est plus la même rémunération. L'activité Ubisoft Music, on reste dans le sujet un peu en toute transparence. Le jeu vidéo dans l'entertainment, c'est la locomotive. C'est ce qu'il y a de plus fédérateur, de plus transgénérationnel. Je pense que créer Ubisoft Music à un moment donné, dans un contexte où on entendait plutôt parler de difficultés dans la filière musicale, etc., il y a un vrai intérêt économique. C'était pas que pour s'attirer des ennuis ou pour se faire plaisir avec votre passion. Pour la musique ? Ouais. Si, c'est que des ennuis. Mais et les retombées. Mais par contre, c'est une passion. Donc moi, en fait, je pars du principe que moi, ça fait des dizaines, ça va faire presque 18 ans que je travaille à Ubisoft. Donc j'ai monté tout le département et moi, je suis producteur de musique. Donc je veux dire, c'est déjà ça la passion. Quand j'entends parler d'un compositeur qui dit qu'il est compositeur de jeux vidéo, je le prends pas. Parce que déjà, ça veut rien dire pour moi. Je veux dire, c'est déjà complètement paradoxal. Moi, je cherche un artiste d'abord. Même s'il y a des musiciens de jeux vidéo qui ont inspiré, par exemple, après des musiciens d'électro, ça a existé aussi. Enfin, des gens qui, il y a très longtemps, qui ont fait des jeux très connus, qui sont des musiques, par exemple, la musique de Zelda, par exemple. Ouais, mais là, on parle plutôt de ceux qui ont inventé le jeu vidéo, les Japonais. Ouais. Les gars qui... c'est devenu de la musique aussi, c'est ça que je veux dire, qu'on écoutait. Ouais, mais après, c'était vraiment une culture de la musique de jeux vidéo, donc c'est un peu différent. Ouais, bien sûr, mais c'est quand même ça peut être aussi un petit peu spécial quand même. Donc ça peut pas s'apparenter vraiment à si vraiment on a un coup de foudre pour un groupe qu'on a vu en concert ou n'importe quoi, là, c'est plus du tout la même chose. Et donc c'est ça en fait, je veux dire, on est producteur de musique avant tout. Maintenant après, c'est évident que pourquoi aujourd'hui une major de jeux vidéo ne peut pas être aussi éditeur, avoir un label au même titre qu'il y a un autre département dans ma compagnie qui produit des films à Hollywood. C'est exactement la même chose en fait. Je veux dire, chacun sort justement les univers des jeux sur d'autres supports, sur d'autres médias, quoi, comme les Américains ont déjà fait de toute façon avant nous. Donc on le fait.
on peut faire le lien avec Combini aussi, c'est-à-dire que ce qu'on voit en surfant sur votre plateforme, c'est un peu la vitrine et on ne connaît pas forcément toute l'arrière-boutique, toutes vos activités. Déjà, ce n'est pas exclusivement musical, il y a de la mode. Donc, on se pose toujours un peu la question de votre modèle économique, et je pense que le modèle économique, est-ce qu'il n'est pas un peu caché en arrière-boutique avec des moteurs qui tournent, qui sont votre business et qu'on ne connaît pas? Ouais, bah oui. En fait, non, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, sur la question, est-ce qu'on ne fait pas que de la musique? La réponse est oui. En fait, on pense aujourd'hui, et c'est notre positionnement de pop culture, qu'on a plutôt affaire à une communauté qui s'intéresse un peu à tout, et où les frontières entre les différents thèmes, que ce soit le lifestyle, je sais pas, la culture, la musique, etc., tout ça, c'est quand même beaucoup plus difficile de les segmenter. C'est vrai que j'écoutais tout à l'heure l'intervenant de Pitchfork. C'est vrai qu'il y a des spécialistes qui sont à 100% sur un thème. Nous, on pense qu'on va plutôt évoluer vers des choses qui sont beaucoup plus mixées, où les frontières sont beaucoup moins normées, et où finalement, voilà, c'est un mélange qui correspond, à mon sens, beaucoup plus à l'époque et surtout beaucoup plus au feed de nos utilisateurs. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le business model, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a un business model qui est une plateforme de 360 degrés, donc avec une partie publishing, qui est celle qu'on voit avec ce site internet, mais avec derrière deux autres grosses activités, qui sont la production, puisqu'on produit beaucoup d'heures de programmes plutôt destinés au digital, et une advertising agency plutôt, in-house, plutôt, avec une sensibilité social media beaucoup plus importante peut-être que la plupart des autres agences. Et ça nous réussit plutôt bien, puisqu'on gagne de plus en plus face à des gens comme Publicis, des gros budgets, alors que notre façade reste aujourd'hui Combini, et c'est vrai que Combini.com, et c'est vrai que cette partie-là, on communique pas finalement beaucoup dessus, parce que c'est plutôt une activité B2B de service, avec une activité grand public de front. Et je pense qu'on est un peu une nouvelle génération d'entreprises où finalement on a une communauté de gens qui nous suivent, qui sont très très addicts à ce qu'on fait. En France, ça représente 1 million de visiteurs uniques par mois. C'est déjà des figures importantes, surtout sur des thèmes de culture. Finalement, il n'y a pas énormément de sites sur ce sujet. Et voilà, et c'est vrai que je pense que notre avenir, il est d'être capable d'accompagner des marques et d'être capable de se développer avec eux et de vendre finalement notre connaissance de cette communauté, puisqu'on est au contact avec elle tous les jours. Et c'est vrai que quand on vient nous parler du comportement aujourd'hui des jeunes de moins de 30 ans, je pense qu'on est capable de leur répondre, puisqu'en fait on est confronté à eux toute la journée. On a un minimum de 20 posts par jour sur Facebook, un tweet tous les quarts d'heure sur Twitter. Donc on a vraiment une relation avec cette communauté qui évolue d'ailleurs en permanence. Donc qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui est cool, qu'est-ce qui marche pas, etc. On a vraiment toute cette dynamique, et je crois que c'est un nouveau modèle je sais même pas comment le présenter, à chaque fois j'ai du mal à en parler, parce que finalement c'est juste on a intégré plusieurs métiers, on a décloisonné plusieurs métiers, et on intègre effectivement une communauté qui est ce qu'on vend, et c'est pour ça que les marques viennent nous voir, et notamment en France on a lancé la marque Soch pour Orange, qui est une marque qui est destinée aux moins de 25 ans, et on a fait l'ensemble, on a donc créé le positionnement, inventé la marque Soch, fait les spots télé, on en a 2 là qui vont sortir bientôt, et c'est vrai qu'on vend finalement notre connaissance de cette communauté. C'est vrai que c'est un nouveau modèle. On a démarré avec l'état d'esprit des artistes, puisqu'on disait que c'était peut-être ça aussi qui pouvait illustrer l'évolution et les changements d'époque. On va fermer la boucle, on va conclure avec aussi ce thème. Question qui se dirige peut-être plus clairement sur Acid Wash, mais qui peut concerner tout le monde, y compris vous. On demande, je serais curieux que vous nous racontiez un petit peu ça, est-ce qu'on ne demande pas aux artistes, dans les changements de mentalité, d'occuper un peu tous les terrains, c'est-à-dire que vous devez être toujours aussi bon dans la créativité, vous devez être bon en prod, vous devez être bon en live, vous devez être
intéressé, voire pertinent en marketing, vous devez suivre tout ça. Est-ce que ça n'a pas évolué aussi? Est-ce qu'on peut tout déléguer à un manager ou est-ce qu'il faut rester en alerte, avoir des idées pour son image, ses associations de marque, son développement, sa com? Est-ce qu'on ne vous demande pas d'être entre guillemets des petits chefs d'entreprise aussi, en plus de votre aspect créatif? Bien sûr, maintenant on se doit en tant qu'artiste de contrôler, je ne sais pas si c'est vraiment de contrôler, mais de gérer plein de plateformes. Ça commence par les plateformes comme Facebook ou Twitter, où ça c'est l'artiste qui le fait, c'est lui qui rentre en contact direct avec cette communauté. Et après on peut aussi demander à un management de le faire, mais c'est vrai que c'est en général mieux perçu de communiquer en direct. Et ça, c'est déjà un renouveau. Avant, quand on faisait un plan média, c'était pas du tout nous qui décidions, c'était le label qui disait voilà, ça va se passer de telle et telle manière. Alors que maintenant, on a un regard et un droit beaucoup plus facile par rapport à ça. Évidemment, je souscris à ce que mon partenaire vient de dire, mais il y a un dicton, enfin j'aime pas beaucoup les dictons, mais ils sont souvent vrais, malheureusement, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est vrai. C'est-à-dire que le community management, par exemple, pour des artistes en musique, c'est quelque chose que je pense qu'il est très très important de faire soi-même, parce je trouve qu'on vit en plus une époque quand même, enfin que moi je trouve absolument géniale. Enfin, je trouve qu'on a quand même la chance de vivre presque... de construire quelque chose en direct avec les gens qui nous suivent dès le début. Déjà, il y a quelque chose de la fidélisation qui est très fort. On a un rapport avec les fans, enfin ce qu'on appelle les fans, je dis les fans Facebook par exemple, mais qui est très très important. Ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on contrôle beaucoup plus aujourd'hui aussi l'image, ça commence par là, parce qu'on contrôle ce qu'on poste, on contrôle ce qu'on décide de poster. Parfois il y en a qui ne contrôlent pas ou qui dérapent, ce qui arrive aussi, ça arrive régulièrement maintenant avec des groupes. Il y avait eu cette histoire avec les Birdie Nam Nam qui avaient dérapé sur Facebook, ça leur avait valu des foudres, des centaines enfin sur Twitter, Facebook, je sais plus. Bon, moi je trouve que c'est formidable, quoi. Donc c'est vraiment génial, c'est un truc... on vient de là, c'est-à-dire que nous on est des groupes qui n'auraient pas été... Nous on n'aurait jamais été signés par une major, c'est-à-dire que jamais, je pense dans les années 90, je pense que ça n'aurait pas été le cas. On vient du web, c'est le web et ces réseaux sociaux qui nous ont fait. On avait déjà une forme de popularité dans la musique électronique, dans une communauté de gens qui s'intéressent à ça via les réseaux. Signature sur un label peut même venir en bout de chaîne en fait maintenant, c'est-à-dire que c'est assez fou en fait. Voilà. Oui, je voulais rajouter quelque chose parce qu'on a beaucoup parlé de la musique et comment la musique et les groupes de musique ont changé au cours des dernières décennies, les 20 dernières années. Donc on n'a pas vraiment vu des problèmes, on n'a vu que des opportunités, les côtés positifs de tous ces changements. Et je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Mais en fait, il ne s'agit pas simplement du côté musique, mais aussi, je pense que ça a commencé côté marketing et c'est ce dont on parlait tout à l'heure parce que le marketing a réellement changé, la façon dont les marques communiquer avec leur entourage et leur milieu a bien changé. Je pense que les médias de masse, par exemple, c'est une époque révolue maintenant. Donc maintenant, on ne dicte plus ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, c'est beaucoup plus axé sur l'engagement, sur la participation. Et c'est la même chose pour les groupes de musique, mais c'est la même chose pour les marques. Les groupes et les artistes agissent en cette mentalité depuis des décennies. Donc c'est vrai que les groupes sont très engagés. C'est naturel pour les groupes. En fait, c'est une mentalité indépendante. C'est cette mentalité souterraine, en quelque sorte. Donc, il faut créer des liens, il faut créer des connexions. Donc, il faut des gens qui vous suivent. Il faut rendre quelque chose à vos fans, les gens qui vous suivent. C'est en deux sens. Et en fait, maintenant, c'est le nouveau modèle du marketing. Et je pense que c'est une des explications pour lesquelles maintenant,
maintenant, le marketing travaille de plus en plus avec les groupes et collabore de plus en plus avec les groupes parce que c'est ce nouveau paradigme et en fait les anciennes idées préconçues comme quoi il ne fallait pas travailler avec les marques, c'est parce que avant les marques étaient là pour pousser un produit. Par exemple, Michael Jackson, il vendait donc la bouteille de Pepsi à proprement parler. En fait, c'était ça la synchro par le passé. Mais maintenant, les projets ont bien changé et je pense que les projets sont moins axés sur les produits et les nouvelles campagnes ne disent pas qu'il faut acheter tel ou tel produit, mais les nouvelles campagnes, en fait, créent plus de participation, plus d'engagement. Et je pense que les marques veulent communiquer avec leurs propres fans également, comme les groupes de musique. Et c'est pour cela que ces marques travaillent avec les groupes de musique. Et c'est naturel, c'est une évolution naturelle. Et je pense que c'est pour cela que l'on voit ce grand changement. Et c'est pour cela qu'on n'a plus peur de travailler avec les marques en tant que groupe de musique, parce que les choses ont bel et bien changé. On arrive gentiment vers la fin, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Il faudrait qu'on les prenne maintenant pour sécuriser un peu le timing. Oui. Bonjour. En fait, on a beaucoup évoqué le changement de normes avec l'arrivée d'Internet, mais il faut aussi évoquer le changement de normes par rapport à la montée en gamme de tout ce qui était instruments permettant la création artistique et la création musicale. Il y a encore 15 ans, il fallait des instruments analogiques pour créer l'électro. Maintenant, il suffit de télécharger un DAW sur un logiciel de création artistique, de créer un SoundCloud et un Facebook pour être un créateur de musique électronique. Entre guillemets, je dis bien sûr, c'est un peu stéréotypé. Du coup, ma question vient de suite par rapport au nombre d'artistes. Est-ce que les marques, conscientes du nombre d'artistes, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Lord d'Ubisoft, si cet artiste n'est pas d'accord, de toute façon il y en a d'autres. Voilà, quels sont les deals par rapport à ce poids des marques par rapport aux artistes en fait, quels sont vraiment les deals dans les détails au niveau des retombées aussi. Et du coup, pour finir, cette concurrence entre les artistes, est-ce que ça le fait d'avoir une proposition telle au niveau d'une marque, ça ne peut pas se refuser au final? Est-ce que c'est pas plus difficile de le refuser maintenant qu'avant, sachant qu'il y a tellement d'artistes que c'est le bienvenu d'avoir cette possibilité-là? Il y a pas mal de questions. Pour répondre à la dernière, oui, enfin moi personnellement, je trouve que c'est, après c'est vraiment chacun peut prendre la décision de ne pas collaborer avec telle marque, etc. Évidemment, une marque aujourd'hui pour un artiste qui n'est pas connu, c'est quand même une ouverture incroyable sur le monde, même si effectivement les marques vont pouvoir faire un petit peu ce qu'elles veulent, bon, bref. Mais à partir du moment où on parle d'une offre préexistante de l'artiste, je vois pas où est la problématique en fait. Donc la marque va pouvoir utiliser cette musique, donc ça s'appelle une synchro. Et là, à ce moment-là, l'artiste a une porte ouverte sur le monde, comme eux, ils ont fait. Je veux dire, ils auraient été vraiment inconscients de le refuser. Et d'ailleurs, ils en sont tout à fait conscients. Mais l'idée aujourd'hui, c'est la différence avec avant, disons l'ancienne économie, comme on dit, c'est que vraiment, il y a une ouverture naturelle via le web. Et de toute façon, aujourd'hui, chacun a sa chance. Maintenant, un artiste peut être repéré uniquement sur le web par un label ou par un producteur comme moi, n'importe qui en tous les cas, qui considère qu'il y a vraiment quelque chose, un talent, etc. Et c'est ça, c'est une vitrine, c'est la nouvelle façon de pouvoir, disons, connecter un artiste intéressant. Maintenant, moi, je ne me positionne pas comme les majors aujourd'hui qui ont une armée de stagiaires et qui vont aller
demander à ses stagiaires de regarder le plus grand nombre de views qu'il y a sur YouTube au cas où il ne raterait pas un bon plan au niveau de signer des artistes. C'est comme ça qu'ils procèdent. Donc, non, parce que là, à ce moment-là, on se situe uniquement sur récupérer en fait un modèle de comptage ou en tous les cas de référençage, je dirais, de référencement plutôt du web, alors que eux, pour moi en tous les cas, correspondent à une ancienne économie, et eux ils récupèrent les outils du web actuel aujourd'hui pour pouvoir re-signer dans leur modèle ancien des artistes qui ont un certain nombre de views sur YouTube. Personnellement, moi je trouve ça ce qu'on appelle fake, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune intention à la base qui n'est autre que de faire de l'argent. Donc il n'y a pas une dimension artistique. Aujourd'hui, je pense que la dimension artistique que permet le web avec une ouverture à l'international permet à des groupes et à des artistes qui sont même, disons, ce qu'on appelle alternatifs, de pouvoir devenir mainstream un jour. Et ça, c'est énorme, c'est un énorme changement. Donc on ne se place pas, excuse-moi, juste je finis, on se place pas uniquement par rapport au côté mainstream de la musique et du produit business. On est dans une autre norme, mais qui peut déboucher sur un énorme succès commercial parce qu'il y a une adhésion de tout le monde. Ouais, moi, ce que je crois, donc je reprends votre première question sur le fait effectivement, c'est vrai que c'est l'accès à la musique est peut-être, je dis bien peut-être, plus facile aujourd'hui. On peut effectivement faire de la musique dans sa chambre beaucoup plus facilement qu'auparavant, mais je crois c'est un peu réduire aujourd'hui ce qu'est un artiste. C'est ce qu'on a dit pendant toute cette participation, là, les différentes prises de parole, c'est qu'effectivement, un artiste aujourd'hui fait son propre community management, c'est-à-dire anime toute sa communauté. Il doit être capable, il doit être multifacette, il doit faire beaucoup de choses. C'est vrai qu'un artiste de nouvelle génération ne se réduit pas simplement à une bande-son sur SoundCloud. Donc ça, déjà, c'est le premier point, parce que c'est extrêmement important. Derrière, dans ce qui va suivre sur le choix des marques, en fait, enfin, sur la relation entre les marques et les artistes. C'est vrai qu'une marque, aujourd'hui, va plutôt s'intéresser à un artiste global, donc ultra connecté avec sa communauté, ce que je disais en préambule tout à l'heure, et c'est vrai que ça c'est un filtre extrêmement important en termes de sélection des différents artistes et pour l'associer à une marque. Après, moi ce que je trouve extraordinaire, c'est la long tail, bien sûr, c'est le fait d'avoir une multitude de musiques aujourd'hui disponibles sur Internet, et on le voit bien, enfin, je connais pas vos playlists, mais j'imagine que ça va de trucs très pointus à des trucs beaucoup plus mainstream dans des thèmes qui sont extrêmement différents. C'est-à-dire qu'on a vraiment appris à tout mixer et peut-être on écoute plus de musique aujourd'hui qu'on ne l'écoutait auparavant. Ensuite, sur votre question, est-ce que c'est rentable est-ce que ça se refuse pas d'avoir une marque qui vous sollicite? Moi je pense vraiment sincèrement que si, ça se refuse méchamment. C'est-à-dire que je pense que le projet, s'il n'y a pas un projet artistique qui correspond à la ligne de l'artiste, ou en tout cas à ce qu'il a envie de faire avec son audience, et qu'il n'y a pas un fit parfait, on va dire, entre les deux, moi je pense qu'il faut le refuser. Alors c'est pas toujours évident parce qu'on sait que l'industrie musicale malheureusement n'a pas des revenus, n'a plus les revenus en tout cas des disques, mais c'est vrai qu'il est préférable à mon avis de refuser un mauvais projet pour pouvoir en avoir un meilleur qui arrivera par la suite. Voilà. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit sur tes questions, on continue à produire de la musique en analogique. Je te dis, nous par exemple, on a un gros studio, on fait tout en analogique. On n'a pas de plugin qu'on a pris sur Internet pour faire un album. Ça existe, mais finalement, c'est pas si fréquent que ça. Les outils analogiques sont toujours très utilisés, la musique électronique. Enfin, à un certain stade du moins. Pour le reste, tu demandais les deals dans le détail. Là, tu peux envoyer un mail à mon label sur le deal qu'on a fait avec Puma. Peut-être qu'ils t'enverront le contrat. Tu pourras regarder ce qui a été convenu. Je pourrais pas vraiment répondre là-dessus, mais est-ce que ça se refuse ou pas? Je crois que ce que tu viens de dire, c'est effectivement très juste.
Les deals sont malheureusement pas toujours respectés, c'est ce que j'ai évoqué. C'est vrai que le monde est... Nous, finalement, les grosses marques, on leur parle pas. On les voit jamais. C'est-à-dire, ou très rarement. Enfin, ils nous approchent via d'autres structures, hein, et donc après, effectivement, on discute du projet artistique, et s'il nous semble bien, on dit oui. Ce que je dis toujours, c'est qu'on aurait de toute façon, je pense, pas dit non, parce que les sources de revenus, évidemment, l'économie est totalement différente. Plus personne ne vend de disques. Hein. Quand je dis plus personne, c'est plus, il faut appeler un chat, c'est-à-dire même Madonna, elle vend plus de disques. Enfin, je veux dire, elle en vend, bien sûr, mais je veux dire, c'est dérisoire par rapport à, et surtout c'est dérisoire par rapport à ce qu'elle pourrait vendre aujourd'hui. Donc il faut, tout est réinventé. Et tout est réinventé tous les jours. Donc là, je vais finir sur ce que tu posais comme question, que je trouve intéressante. Je ne pense pas qu'on nous demande d'être des chefs d'entreprise et de faire du community management et de faire du live. Je pense que c'est un peu une conclusion, ce que je vais dire maintenant. Mais en fait, on ne nous le demande pas parce qu'on sait le faire. C'est-à-dire que nous, on vient d'une génération qui sait faire ça. C'est-à-dire qu'on sait faire le community management, on sait s'occuper de nos affaires. Ça aussi, ça a changé aussi beaucoup. On n'a plus tellement tendance à se tourner vers des managers qui vont régenter notre vie et nous on est des artistes et puis alors voilà, on veut pas se mêler. On est très, enfin je pense, je parle pour beaucoup d'artistes, on est très impliqués maintenant avec nos managers. Évidemment, on a toujours des managers, mais on est très impliqués dans les discussions à tous les stades, à tous les niveaux. Enfin, je pense que tu souscris à ce que je dis. Et on sait le faire, c'est-à-dire et ça nous plaît de le faire. Et c'est comme ça qu'il faut le faire. Un tout petit commentaire sur ce que tu as dit sur la facilité des DAW, la production. Je crois que les gimmicks, ça ne dure pas longtemps. Ça a toujours été le cas, les gadgets. Donc, dans le passé, quelle que soit la synchro, la matière, le commerce, c'est le goût. Ce n'est pas la structure de ton studio, c'est le son et la qualité du son et comment vous communiquez autour de ça. Et ça, je ne pense pas que ça changera. On parle de plateforme, mais le commerce, c'est le goût. Taste, comme on dit. Donc, un bon compositeur, un bon groupe de musique, ils vont avoir besoin d'être payés quelquefois, soit le logiciel qu'ils utilisent. Moi, j'ai une question, alors qui va... en fait, j'ai plusieurs questions, mais... Donc, la première partie de la question, ça va s'adresser aux musiciens, donc Acid Washed. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un risque, au moment de la création, d'être tenté de faire des morceaux uniquement pour la synchro et perdre un peu l'aspect album, raconter une histoire, ce genre de choses. Et je me pose juste la deuxième question, comme ça se fait. La deuxième question, je m'interroge moi sur les liens entre les agences de pub et les labels, notamment avec BETC et Gum Music. Et est-ce que c'est réellement le rôle des agences de pub et des marques de sauver l'industrie du disque et des musiciens ? Voilà les deux questions que j'avais. Alors, je vais répondre juste à la première question, je laisserai les autres répondre à la deuxième. Pour répondre à ta première question, non. Il n'y a pas de... Si tu veux, les marques ont un incroyable souci de ne pas être ringardes. Donc, c'est pas des grands génies quand même. Ça, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Souvent, enfin, je veux dire, le marketing, sont souvent pas forcément très... Ils regardent beaucoup ce qui se fait et ce qui se passe. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont vu qu'un groupe... existait, qu'un album est sorti, ils ont lu dans la presse. Nous, cette track, on l'avait déjà composée, elle était déjà sortie sur un album, elle existait. Et ils courent après, en fait, la musique du moment, le truc du moment. Ça peut, alors c'est tombé sur nous, mais ça aurait pu tomber sur évidemment des dizaines d'autres sur le buzz. Donc, en fait, ils ont très peur de rater toujours ce truc-là. Donc, on a beaucoup d'amis qui font évidemment de la musique électronique, qui l'ont vécu. Des gens très différents, bizarrement quelqu'un comme Coup de Lame, je sais pas si tu connais, tu vois, qui fait de la musique très très particulière, on pourrait dire presque underground. C'est L'Oréal qui lui est tombé dessus, Tellier évidemment, multimarque, L'Oréal aussi. Nous Puma et d'autres trucs, genre de marques de mode, Yuxek, Peugeot, enfin si tu veux, c'est...
Il n'y a pas de risque au niveau de la création ou de la créativité. Ils viennent nous chercher. Hein. C'est pas nous qui allons taper à leur porte. Sinon, on serait des musiciens pubards. C'est-à-dire qu'on serait dans des studios, puis on ferait de la musique. On travaillerait pour déraciner des ailes et on ferait de l'illustration sonore. En fait, on serait pas musicien. Ce qui d'ailleurs existe, hein, ce qui est un métier tout à fait c'est honnête. Hein, on gagne très bien sa vie comme ça et c'est très bien de le faire. Je suis pas du tout en train de juger, mais non, il n'y a pas de risque pour la créativité. Je vais laisser répondre les autres sur est-ce qu'ils doivent sauver l'industrie musicale ou pas. Je pense pas qu'ils... De toute façon, le rapport entre les musiciens et les marques a toujours existé. Enfin, je veux dire, à l'époque où les artistes vendaient des dizaines de millions de disques, ils étaient également dans la publicité. Il n'y a jamais eu de... Alors après, est-ce qu'ils sauvent non, c'est sûr qu'après, ils mettent du beurre dans les épinards, ça, ils le savent. Hein, donc c'est très rare, donc les gens qui disent non. Je pense, enfin, c'est en tout cas très difficile de dire à des artistes, de leur faire comprendre qu'il ne faut pas le faire. Et ça, je pense que c'est effectivement important. Ça sera peut-être le prochain stade, hein, peut-être la génération aussi d'après, de ce que tu dis, parce que c'est pas évident pour les gens. Surtout que comme les gens ne vendent plus de disques, les deux sources de revenus sont effectivement les synchros, la pub et les lives, ou les DJ sets. C'est une somme d'argent qui est considérable d'un coup, avec un chèque, et ça sera peut-être le prochain step de faire comprendre qu'il ne faut pas le faire et que c'est plus voilà. Mais voilà. Mais je crois que le débat, c'est pas de savoir si vraiment la pub est quelque chose de pas bien pour un artiste, parce que finalement, d'abord chaque artiste est libre de décider, mais moi, enfin personnellement, je pense pas, quoi. Je veux dire, c'est de la synchro, ça, c'est autre chose, c'est du business périphérique en fait qui a toujours existé, comme ils disent. Et pour répondre à ta question par rapport aux boîtes de pub, je pense, mais alors pas du tout qu'ils vont apporter une réponse au business de la musique et aux artistes aujourd'hui, quoi. C'est vraiment pas le cas. Les agences de pub, elles ne fonctionnent que sur un plan, une dimension marketing, qui est de vendre un produit. Et donc, du coup, ils ont besoin de contenu, ils ont besoin de musique. Ils ont toujours eu besoin de musique pour faire ça. D'ailleurs, il y a une époque où moi-même, je faisais pas mal de musique pour la pub, mais c'était un métier. Ils demandaient beaucoup de musique originale. Maintenant, c'est fini, quoi. Il n'y a plus de musiciens qui peuvent vivre de ça, puisqu'ils font appel qu'à des offres préexistantes. Mais ils préfèrent prendre des artistes justement un petit peu plus émergents, etc., mais qui bénéficient d'un buzz. Et à ce moment-là, pour eux, ça a toute une valeur de communauté, etc., de connexion. Et donc, c'est intéressant pour eux. Mais c'est des gens qui n'ont pas d'état d'âme. Et les gens qui n'ont pas d'état d'âme aujourd'hui ne peuvent pas apporter une réponse artistique au business de la musique de demain. C'est impossible. Ça, c'est du business pur. Franchement, moi, je ne vais pas du tout être d'accord. Je le dis parce que je trouve que c'est vraiment caricaturé, les méchants, les gentils. Je crois que c'est pas du tout ce qui se passe. Effectivement, sur la question de la synchro, je suis entièrement d'accord. En fait, on pointe sur la question de la synchro parce que finalement, c'est le seul revenu de l'ancienne époque qui reste. Donc, on a l'impression qu'il n'y a plus que ça. Il y aura, je pense, encore des synchros. Après, il y a quand même des grosses évolutions. On en a parlé aussi pendant toute cette participation. Il y a effectivement maintenant du contenu. C'est-à-dire que les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses. Le fameux 30 secondes est en train de décliner au même rythme que les grands carrefours d'audience comme TF1, parce que c'est ça la réalité. Les budgets publicitaires qui étaient investis dans des spots qui pouvaient aller jusqu'à 1 million, 2 millions ou 3 millions, aujourd'hui, faire un spot de publicité pour 400 000 €, c'est déjà pas mal. 400, 500 000, ça devient... Enfin, il y a vraiment une sinistrose autour de ce format publicitaire, et je pense que la synchronisation... disais, c'est qu'on ne refuse pas les synchronisations et que ça reste encore le vrai budget de la synchro. Je crois que la synchro va s'effondrer, elle aussi. C'est-à-dire que ce budget-là de synchronisation, dans 2 ou 3 ans, ou peut-être même moins, il va coûter beaucoup moins cher. C'est-à-dire que ce sera un autre... Enfin, ça va décliner au même rythme qu'en fait les chaînes de télévision traditionnelles. Elle a déjà décliné. Elle a déjà énormément décliné même. Ensuite, quand tu dis, on prend des... Alors moi, je suis un peu le contre-exemple, mais on prend des œuvres qui sont de catalogue, etc. C'est pas vrai systématiquement, puisque là, typiquement, nous, on vient de faire un spot de pub. On a été chercher Citizen, qui a fait une cover song de Nina Simone, exprès pour un truc, et on a fait une œuvre originale. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup d'idées autour de la musique dans les agences, heureusement. Et moi, je crois beaucoup, et c'est là où, à mon avis, il y a quelque chose de nouveau, je crois beaucoup au contenu.
C'est-à-dire que comme les réseaux sociaux aujourd'hui demandent de plus en plus de contenu, il faut être capable de faire du contenu. Et c'est vrai que la musique reste, on va dire, un point d'intérêt extrêmement important. Donc naturellement, comme ce qui intéresse les gens, c'est ce qui intéresse les marques, naturellement, les marques viennent s'associer à des contenus. Mais je ne crois pas que le débat, ce soit est-ce que les marques sont là pour sauver l'industrie musicale, etc. Je crois que c'est pas la question qui se pose, c'est surtout la question qu'une marque se pose aujourd'hui, c'est comment je fais pour rentrer en contact avec une audience, avec un consommateur ou avec un liker, je ne sais pas quoi. Et en fait, le contenu devient, et c'est là, et je voudrais juste moi finir mon intervention là-dessus, c'est que, en fait, je crois que c'est là où le futur est génial. Parce que finalement, c'est naze de donner un morceau et de le mettre en synchro pour une pub extrêmement commerciale, etc., avec des backshots qu'on connaît. Je pense que le fait de pouvoir imaginer demain faire des contenus, faire des séries dans lesquelles on est complètement impliqué, peut-être même dans lesquelles on a la direction artistique, on a peut-être même le concept, je crois que c'est une vraie lueur, c'est une vraie lumière au bout du tunnel, parce que ça permet d'avoir des vrais projets qui sont des projets de long terme, des projets sur lesquels il peut y avoir aussi beaucoup de moyens. Et je pense que plus Facebook progressera, plus Twitter progressera, plus les moyens qui seront investis dans la production de l'objet publicitaire vont évoluer. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. Et nous, on le constate déjà aujourd'hui. On faisait notamment pour certaines communautés des projets pour 100 000 € ou 200 000 €. On a fait dernièrement des projets qui sont passés à 500, 600, 700. Et je pense qu'on va monter en puissance de cette façon-là. Et il y a un split entre les revenus de la production, les honoraires de l'agence et les droits ou la participation des artistes qui se fait de manière relativement, qui se fait de manière assez égale. Et je trouve que ça, c'est un vrai modèle qui va arriver et qui, je crois, va exploser à la vitesse des réseaux sociaux et qui explose déjà. Et nous, c'est vrai que moi, je le vois de plus en plus, on vient nous voir plus pour faire des contenus finalement que pour faire des spots. Le spot de pub, il faut comprendre un truc, hein, c'est plus du tout dans l'air du temps. C'est chiant de faire un spot de pub. On sait que ça ne marche pas, on sait que ça ne marche plus exactement, parce que ça a marché massivement à une époque. Il n'y a plus de carrefour d'audience qui sont clairement identifiés, on le voit bien, il y a 40 chaînes, c'est très compliqué, les gens ne savent plus s'ils regardent, etc. Et c'est vrai que je pense que l'arrivée sur les social media est pour moi une arrivée d'argent et une manne d'argent qui est extrêmement intéressante pour tous les artistes, d'ailleurs quels qu'ils soient, parce qu'on parle de la musique, mais c'est vrai aussi pour ceux qui font de la mode, qui font de la vidéo, enfin voilà, toute forme d'expression artistique. Je vois pas en quoi on n'est pas d'accord. Disais, c'est que moi ce qui me choquait, c'est que j'avais l'impression d'avoir. Là, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis par contre qu'un artiste n'a pas accepté une synchro, quoi. Ah non, je dis pas ça. Bah, c'est un peu ce que tu dis. Ah non, pas du tout. Je pense qu'un artiste, il peut accepter sa synchro. Moi, je vois pas ça ne pose pas de problème. Je vois pas le problème. Ah non, mais au contraire, je pense qu'il peut accepter une synchro, évidemment. Bah alors, je comprends pas trop ta remarque. Enfin bon. Pas grave. Non, ce que j'expliquais, c'est que finalement, la synchro, c'est un point qui est important et c'est un peu non, mais ce que je veux dire, qui reste de l'ancien marché. Oui, non, mais d'accord, mais on n'est pas en train de parler là de la pub. La pub, c'est de la synchro, donc je veux dire que c'est... Non, parce qu'une marque n'a pas qu'une seule façon de s'exprimer. Une marque ne s'exprime pas qu'avec qu'une commerciale, enfin un spot à la télévision. Je veux dire, une marque aujourd'hui, elle a différentes facettes pour s'exprimer. Je suis d'accord, mais bien sûr, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a un tas d'artistes qui ont une dimension autre, et je dirais multimédia, j'en connais plein, qui font eux-mêmes leurs clips, qui produisent... Et ça c'est aussi, c'est même pas une histoire de contrôle, c'est vraiment une histoire de talent, parce qu'aujourd'hui, faire de la vidéo, par exemple, c'est extrêmement proche. Là, on parlait des process de production, c'est extrêmement proche de la musique. Donc du coup, toutes ces façons de produire du contenu, aujourd'hui, c'est aussi une révolution totale sur le fait que l'artiste, dans sa piole ou dans son appart, peut faire tout ça. Et tout ça d'une manière super professionnelle, hein, on s'entend. Évidemment, à partir du moment où l'artiste a une vraie dimension d'artiste. Il y a des ratés, hein. Il y a des gens qui se loupent. Hein, oui, mais il y en a d'autres qui se loupent pas, je peux te dire. Et ces gens-là, justement, ça rejoint ce que tu disais, David, c'est que ces gens-là, tu as des producteurs qui sont justement de l'ancienne génération,
qui n'en reviennent pas de voir que ces gars-là peuvent produire comme ça une vidéo, un truc qu'ils vont faire en 24 heures. Et le gars, il est là, il a tout le temps été habitué à payer le plein pot. C'est-à-dire, le gars, il est presque en train de dire, mais comment tu vas faire sans hélicoptère? Tu vois? Et le gars fait ça en 24 heures, un budget complètement défiant toute concurrence. Et qu'est-ce qui se passe à la finale? Le gars qui produit et qui a de l'argent donc, et qui produit beaucoup de choses va s'adresser à ce gars-là. Parce qu'il est livré en temps et en heure. Il y a eu un bouleversement total de la prod. Aussi bien au niveau de la musique qu'aujourd'hui on peut mixer, vous pouvez mixer à LA par Skype. Je veux dire, bon, il y a des choses qui sont complètement jouables et ce bouleversement technologique aussi dans le process de production est super intéressant. Et c'est vraiment révélateur ça marche avec le web, ça marche avec tout ça. Pour conclure, on va dire qu'il y a quelque chose de stable et qui nous ramène au passé, c'est qu'effectivement, il y a une démocratisation de la production, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de production, de créateurs. Donc il y aura toujours, malgré toute cette diversité de nouveaux modes de diffusion, etc., il y aura quand même toujours un goulot d'étranglement et il y aura toujours un aspect très sélectif. Oui, mais par contre, comme pour rejoindre David sur un point, parce qu'on est d'accord, encore une fois, c'est que l'image est méga importante. Parce que avec ce flux, il y a trop de prod, quoi. Ce qui est dangereux, parce qu'il y a des gens qui, par exemple, sont des artistes assez bons, particulièrement, je trouve vrai pour finalement les chanteurs, par exemple, une nouvelle génération là, de chanteurs, de chanteuses qui existent, qui peuvent être assez bons et qui se ratent complètement sur... je trouve que les musiciens de musique électronique sont bizarrement meilleurs que les autres sur tout ce dont on parle là maintenant. Je parle pas de nous, hein, c'est pas pour se mettre en avant, mais je dis que c'est vrai qu'il y a une espèce d'affinité. Mais on voit des jeunes chanteurs ou chanteuses se rater complètement. Ils se retrouvent dans ce truc de... Effectivement, parce que ce que tu dis, et qui est tout à fait juste sur la production de contenu, c'est aussi les réseaux sociaux qui nous ont transformés, qui nous ont aussi finalement donné cette espèce d'intuition un peu géniale avec tout. Technologiquement, on sait faire, on arrive à produire de la vidéo, à faire de la musique, enfin tout ça, et à la publier, évidemment, tout de suite. Bien sûr, parce que tu sais que ton audience, elle va te regarder aussi. Mais juste, la musique bien sûr, se regarde. Les réseaux sociaux influent évidemment sur notre façon de penser et de faire. La technologie, évidemment, elle est présente au tout début même du processus, mais il y a plein de chanteurs, par exemple, je pense vraiment aux chanteurs qui se ratent parce que l'image conditionne quand même, et c'est peut-être un bémol aussi sur ce qui se passe, elle conditionne tout quand même, l'image, enfin quasiment tout, au détriment parfois du talent quand même. Et il y a des gens, on en connaît quelques exemples, qui se sont plantés, quoi, c'est-à-dire qui se sont mis à faire ça, c'est-à-dire de la vidéo, de la musique, à tout publier, avec une esthétique un peu pourrie en gros. Et c'était fini, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde le voit. Ouais, c'est ce qui fait la différence. Et pourtant, c'est par exemple des bons artistes. Bon, après, c'est de la chanson, donc c'est pas trop mon truc, mais c'est des gens qui sont plutôt doués dans ce qu'ils font, mais ils se plantent. Voilà. Et c'est dangereux aussi, parce que finalement, c'est parfois regrettable. Je vous avais dit au début que c'était un sujet très large et très passionnant, mais on n'a que des passionnés, donc... c'est le meilleur panel qu'il y a eu de tout le truc, c'est évident. Hein. Ça n'arrange pas, en tout cas, ma lourde tâche de devoir conclure. Je vous remercie tous et vous pouvez les applaudir. Merci.